Dans le livre La mytho des fachos, qu'on est en train de préparer avec l'équipe de Programme B et que vous pouvez précommander sur Ulule, le lien est dans la description de l'épisode, allez c'est la fin de l'instant promo. Bref, dans ce livre, on s'intéresse longuement à la question des liens entre les milieux ultra-radicaux de droite et les communautés masculinistes, notamment sur le web. Parce que ce sont des univers, des idéologies qui communiquent. Il suffit de voir la trajectoire politique d'un personnage comme Andrew Tate, influenceur masculiniste, néofasciste revendiqué, pour s'en convaincre. Mais qu'est-ce qu'il se passe dans la tête des garçons qui se retrouvent embrigadés dans ces courants aux allures de secte ? Comment est-ce qu'on en arrive à ces extrémités misogynes et antiféministes ? C'est ce qu'on va se demander dans cet épisode grâce à un témoignage. Simon, à l'adolescence, se retrouve à plonger tout entier dans le monde des incels, ces célibataires involontaires, des hommes hétéros persuadés que les femmes conspirent pour les exclure du marché de la séduction. Une doctrine de haine dont il a fini par se sortir au terme d'un long parcours qu'il a raconté au micro d'Anton Stolper et que je vous propose de découvrir tout de suite. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. J'ai mis au point une vieille technique qui date de l'époque babylonienne pour séduire une femme en moins de 3 minutes. Alors incel, c'est la contraction anglaise de célibataire involontaire. C'est une mouvance qui est apparue en ligne au début des années 2000. Dans notre culture, ce n'est tout simplement pas bien vu que les hommes partagent leurs sentiments de solitude, de vulnérabilité. Du coup, il est plus dur pour eux d'aller chercher de l'aide. À partir du moment où tu lui donnes le contrôle de la relation, tu es déjà terminé, fini, game over. Au lieu de vous en vouloir, de vous sentir humilié, parlez-en. Une fois qu'ils arrivent à mettre des mots dessus, à dire ce qu'ils ressentent et quand ça a commencé, alors on parvient à avancer. J'ai grandi dans un milieu qui était très féminin, principalement en fait parce que je n'ai eu que des sœurs, toujours eu que des sœurs. La présence masculine était principalement incarnée d'une part par mon père et d'autre part par mes beaux-pères et surtout par mon grand-père, qui était la figure tutélaire et stable de toute mon enfance et durant mon adolescence. Je suis un enfant très sensible. J'ai du mal à me faire des amis au-delà de ceux que je connais déjà, parce que je prends les choses très à cœur. Les sentiments, c'est ce que j'ai appris à faire dans mon environnement familial. Mes parents étant régulièrement en dispute, ils sont séparés. Ma sœur et moi avons vécu des situations difficiles, je vais dire même des traumatismes. Mon père abusait énormément de drogue, d'alcool. Moi, on m'a toujours dit qu'il s'agissait de cigarettes parce que j'étais peut-être un petit peu trop jeune pour évoquer le sujet de la drogue. Donc il a été plusieurs fois en cure de désintoxication, mais il replongeait en fait à chaque fois. Pour autant, ma sœur et moi, il ne nous a jamais touchés, il ne nous a jamais violentés, on n'a jamais subi quoi que ce soit de sa part, si ce n'est des crises d'humeur, des hurlements, du mobilier cassé. Mais on savait qu'après qu'on se soit couché, d'autres choses se déroulaient et on finissait toujours par dormir ensemble, ma sœur et moi. Quand je débute mon adolescence, je vais en comment est-ce qu'on appelle ça en Belgique ? Oui, en Belgique c'est l'école secondaire, je la débute et je suis assez rapidement ciblé parce que ma manière de me faire des amis, c'était de faire plaisir à des personnes. À l'époque, on avait des devoirs en géographie où il fallait colorier des cartes. J'aimais beaucoup colorier, ça ne me posait aucun problème, mais visiblement, pour beaucoup de personnes de ma classe, c'était quelque chose de très emmerdant. Et moi, je leur ai simplement dit, mais en fait, donnez-moi vos feuilles. Et je me suis dit, en leur rendant service, peut-être que je me ferai des amis. Ça a été un peu vu comme une faiblesse par beaucoup d'entre eux.
Il faut savoir aussi qu'à l'époque, je parlais beaucoup très haut. Mes pensées, je ne les gardais pas pour moi, je parlais, je grommelais, je murmurais. Mes années ensuite se sont un petit peu passées toujours dans l'ostracisation. J'étais toujours un petit peu mis de côté parce que j'étais un petit peu bizarre. En deuxième secondaire, on m'a mis avec deux autres jeunes filles que je voyais comme étant en fait les superstars de ma classe. Il y en a une qui avait un copain qui avait 15 ans, à l'époque j'en avais 14, pour moi 15 ans c'était beaucoup quand même. Les deux m'impressionnaient énormément. Lorsqu'on m'a mis dans un groupe de travail, j'ai bloqué, j'ai paniqué et je me suis enfui dans les toilettes. Je ne savais pas comment interagir avec ces deux personnes, alors même que j'avais toujours grandi dans un environnement féminin. C'était quelque chose que je ne comprenais pas. On m'avait jamais vraiment expliqué comment interagir avec des jeunes filles, des filles. Je n'avais pas la moindre idée. J'arrive en 3e secondaire, à l'époque on est en 2008, et donc à l'école c'est moins difficile. Avec la taille, je deviens peut-être plus impressionnant, j'en sais rien, mais je sais que je prends environ 15 cm en un an et demi. À la maison, par contre, les choses deviennent de plus en plus difficiles, puisque mon père devient extrêmement irascible. Donc, je décide de couper les ponts, tout simplement. Je lui envoie un message. Je veux plus te voir jusqu'à ce que tu aies réglé tes problèmes. Depuis que je vois plus mon père, j'ai plus cette charge mentale d'essayer de recoller les morceaux. Elle a simplement disparu. C'est pas moi qui me suis dit, maintenant c'est leurs affaires. J'ai juste été emmené dans le tourbillon en fait, de la vie collective, mais moi j'arrivais pas à encaisser, et j'avais besoin de rencontrer d'autres personnes, de me faire des amis. À l'époque, je savais pas exactement comment interagir avec des jeunes filles, autrement qu'en étant extrêmement sympathique, et en écoutant énormément. Ça m'a attiré énormément de sympathie. C'est comme ça que j'ai commencé à vraiment me faire mes premiers amis. En fait, toutes principalement des femmes. Je vois que beaucoup de personnes commencent à se lancer dans leur première relation. J'ai beaucoup d'interrogations, un peu de frustration, mais surtout des interrogations. Comment est-ce que je peux faire pour m'approcher de ce qui semble être en fait l'idéal à ce moment-là? C'est se lancer dans une relation. Ça apporte un certain prestige social. J'étais amoureux d'une fille... Elle est extrêmement populaire dans la ville où je vis. Elle connaît énormément de personnes que je voyais à l'époque comme ce qu'on appelait les people, les personnes qui étaient très en vogue. Et j'essaie de me rapprocher d'elle. Sauf qu'il y a énormément de mecs qui lui tournent autour, et moi j'arrive pas à lui faire comprendre qu'elle me plaît énormément. Je finis par lui dire, par message, je crois que à l'époque c'était sur MSN Messenger, ça passe pas très bien. Moi, je comprends pas parce que j'ai fait part de mes sentiments, et puis je vois que c'est pas réciproque, alors que je me disais, on est vraiment très proches. Et c'est vraiment, je crois, le point de départ de mon incapacité à gérer le rejet. J'étais vraiment énervé, mais je décide quand même de rester ami avec elle, au cas où, on sait jamais. J'ai pas encore je vais pas dire le don, mais j'ai pas l'aplomb de m'énerver sur d'autres personnes. J'arrive pas à m'énerver sur d'autres personnes. J'ai peur, parce que le conflit me rappelle simplement le conflit qu'on avait à la maison. Quand j'allais chez mon père, il régnait une atmosphère de plomb. Les mercredis, d'habitude, j'allais chez mes grands-parents. Je prenais mon bus et je les rejoignais. Sauf que ce jour-là en particulier, les arrêts défilent, je fais pas vraiment attention, et puis je me rends compte qu'en fait, tout simplement, j'ai manqué l'arrêt de chez mes grands-parents et qu'il faudrait que je prenne le bus en sens inverse. Donc je descends chez moi, histoire de déposer mes affaires et de pas me taper le sac, et je vois qu'en fait il y a des policiers qui sont en train de parler à la famille en face, et au moment où je glisse ma clé dans la porte, les policiers me demandent si effectivement j'habite ici. Je leur dis oui, bien sûr. Ma mère essaie de venir me chercher, mais tout ce que j'entends c'est des sanglots. Elle n'arrive pas à formuler quoi que ce soit. Je comprends juste viens, et il faut qu'on s'assoie dans le fauteuil. Et là, du coup, les deux policiers s'assoient, et puis ma mère essaie, à travers ses sanglots, de me faire comprendre qu'en fait, c'est mon père biologique, qui, en fait, a décidé de mettre fin à ses jours. Et à partir de ce moment-là, en fait, c'est un vrai cratère.
je sais plus comment nouer des relations. Je viens de perdre un pilier, ce que j'estimais être un pilier de ma vie, et puis surtout une personne avec qui je voulais au final un peu recoller les ponts. Mais à l'époque, en 2009, je commence à avoir besoin de vider un peu mon sac. J'essaie de le faire chez le psy, qui me suit depuis que les disputes entre mon père et ma mère ont éclaté. Mais j'ai toujours cette frustration interne. Comment est-ce que je fais pour créer des relations ? Pourquoi est-ce que personne n'a envie d'être en relation avec moi ? Du coup, sur Internet, je jouais beaucoup à l'époque à Dofus, et j'allais sur les forums de jeuxvideo.com, et je finis par voir des invasions du forum Dofus de la part du 15-18. Je finis par me dire, qu'est-ce que c'est que ce forum de dingue ? Il y a l'air d'avoir une sacrée ambiance. Je finis par les rejoindre. Un raid, en gros, c'est lorsque toute une ribambelle de membres d'un forum saute sur l'occasion d'envahir un autre forum en postant énormément de messages en un temps très court. Des messages souvent du spam à un sujet particulier. À l'époque, on est encore en train de faire des choses assez innocentes. On raid 2-3 forums à gauche à droite, c'est principalement sur des jeux vidéo. Et puis d'autres sujets fleurissent un petit peu, on s'épanche. On parle de nos relations, on se rend compte que beaucoup d'entre nous ont du mal à créer de vraies relations avec d'autres personnes. Et il y a un esprit de solidarité qui se crée, et puis on a le droit de ventiler, de s'énerver. Et puis l'ambiance se fait de plus en plus rance, mais je le remarque pas tout de suite. À l'époque, ça me fait juste du bien. Sur Internet, par contre, les choses commencent un petit peu à tourner. Je vois qu'il y a des personnes d'autres forums, en dehors des jeux vidéo, qui sont ciblés. Et c'est en 2012 que les choses se gâtent, parce que je vois qu'en fait, il y a pas mal de raids qui se font sur les forums Mademoiselle, et de ce que j'en entends par d'autres membres de mon forum jeuxvideo.com, bah visiblement, les hommes, c'est pas trop leur truc. Mademoiselle, c'est un forum... je crois que ça vient de mademoiselle.com, qui est un site d'information à la base féminin. Les articles tournent, en général, autour de sujets, entre guillemets, féminins, et aussi, au bout d'un certain moment, des sujets politiques. Sur les forums de mademoiselle.com, on discute énormément des sujets politiques. On en parle beaucoup, et nous, le forum jeuxvideo.com, on commence à se rendre compte qu'il y a une sacrée organisation, et qu'honnêtement, je comprends pas trop pourquoi est-ce qu'elles sont à ce point, moi je le dis, je le comprenais comme ça, à ce point anti-homme en fait. Je voyais une déferlante de critiques qu'on m'avait jamais attribuée, que j'estimais complètement injustifiée. Et moi je comprends pas, parce qu'en fait je vis plein de difficultés, et je comprends pas exactement pourquoi est-ce que je devrais être la cible de ce genre de critiques. Mes certitudes, à cette époque-là, c'était qu'on vivait tous des difficultés. Et je le voyais principalement par ma lunette personnelle. J'avais vécu énormément de choses qui étaient dures, et j'estimais qu'on les reconnaissait pas assez. J'estimais qu'on n'avait pas le droit de me ranger dans une case, alors que je m'estimais vraiment différent, que j'avais vécu des choses que la plupart de mes autres amis mecs avaient pas vécues, et que c'était injuste de me mettre dans cette case-là. C'était la case de l'homme hétéro-cis blanc, en fait. La case de la personne privilégiée par excellence. Pour moi, ces privilèges n'existaient pas, puisqu'ils étaient mon quotidien. Mon quotidien était logique, il allait de soi, pour tout le monde. Tout le monde en jouissait, je voyais pas pourquoi... Oui, j'entendais parler de racisme, mais pour moi, dans mon petit monde, le racisme, il existait pas, tout simplement. Et je pouvais rentrer sans m'inquiéter. Et pour moi, tout le monde pouvait rentrer sans s'inquiéter. Il n'y avait pas de raison de s'inquiéter en rentrant chez soi. À côté, au niveau de mes relations, ça va pas très bien. J'arrive pas à m'insérer à l'université. Les relations ne naissent pas, elles ne viennent pas, tout simplement. Et j'en éprouve beaucoup de frustration. On est en 2013-2014, et là, les raids se font de plus en plus intenses sur jeuxvideo.com. J'y trouve vraiment une place où je peux simplement participer à un esprit de déversement de nos frustrations. On est tous énervés, et cet esprit, en fait, collectif, en pousse certains à participer à des raids de plus en plus intenses. Et par des raids, on entend aussi en fait le fait de faire du doxing.
Le doxing, c'est une pratique qui consiste à trouver toutes les informations personnelles d'une personne et ensuite de commencer à envoyer des messages. À ce moment-là, je crois qu'il y avait une professeure, pas mal de membres de notre forum commencent à envoyer des messages. Mes posts sur le forum consistaient en fait à tout simplement me marrer, à dire tiens, c'est énorme, vous êtes trop cons, bref, à entretenir le feu tout simplement. Mais je savais très bien qu'y participer, c'était risquer énormément. Il y a des articles qui commencent à montrer le bout de leur nez pour dénoncer en fait toutes les vagues de harcèlement. Et je commence à me rendre compte qu'en fait, c'est pas une bonne idée pour eux de faire du doxing. Du coup, j'essaie un petit peu de ralentir, mais en même temps, j'éprouve une vraie exaltation en fait. Je vois que des personnes s'organisent, qu'une résistance s'organise. C'est ce qu'on la vivait comme vraiment une résistance par rapport à des sujets qui deviennent de plus en plus prégnants. Cependant, je vois qu'en fait, il commence à y avoir des dérives vraiment préoccupantes, dans le sens où ces personnes réussissent à obtenir les coordonnées personnelles de la personne, c'est-à-dire son lieu d'habitation, ils commencent à sonner chez elle, et ils commencent à déposer des trucs chez elle, et je commence à me rendre compte qu'il y a un problème, pour autant je le remets pas en question. Cet endroit me fait trop de bien, et je vis avec cette dissonance cognitive de je sais qu'ils font quelque chose de mal, mais cet endroit me fait trop de bien, et je continue en fait à zoner sur le forum, à lire des articles, parler simplement de mes rencontres, de mes échecs. On n'arrêtait pas de me dire mais oui, moi aussi je te comprends. Et là j'avais une vraie porte de personnes qui me comprenaient. Je commence à voir 2-3 références apparaître, des références de sociologie. Et par esprit en fait de curiosité, je commence un petit peu à m'intéresser à la sociologie et je décide d'en faire mon bachelier. Mais aussi par un esprit revanchard. J'estimais pouvoir défoncer toutes ces théories, les détruire de l'intérieur, pour montrer qu'en fait c'était principalement une vaste arnaque, parce qu'au fond, on est toutes et tous égaux. Sauf que les choses se passent pas exactement comme prévu sur place. J'ai pas exactement une grande gueule, mais j'ose poser des questions parce que j'estime être en mon droit de poser des questions à des professeurs. Je rencontre une professeure qui hésite pas du tout à me reprendre en plein auditoire. Faut savoir que les auditoires sont grands, qu'on est, pour la Belgique, qu'on est 250, 300, 400 pour le plus gros auditoire, et on m'a assigné dans un groupe qui devait étudier le sentiment d'insécurité des personnes queer aux abords des boîtes de nuit. Moi, à l'époque, ça m'intéresse pas du tout. J'étais clairement de droite, donc ça, j'en avais strictement rien à cirer. Ce que je voulais étudier, c'était le sentiment d'insécurité des femmes, parce que j'étais encore dans cet esprit revanchard de me dire, si j'étudie ce type de raisonnement, au final, je vais bien prouver que c'est n'importe quoi. Donc, je commence en fait à embrayer sur ce sujet le fait que moi, ça m'intéresse pas. Et en fait, elle commence à me dire, mais en fait, les luttes queer et féministes, c'est complètement commun. Moi, je lui dis, non, c'est pas commun, c'est deux choses qui sont très différentes. Je crois me rappeler qu'elle a rigolé à voix haute dans l'auditoire, et qu'ensuite, point par point, et armée de ses connaissances à elle aussi, elle a démonté tout mon raisonnement, tout simplement. Mais j'en suis sorti complètement ébranlé dans mes certitudes, un peu énervé, passablement, de m'être fait humilier devant 400 élèves, mais ça a été le point de départ de toute mon réflexion, parce que je me suis dit, très bien, elle a dit cela, je vais aller bien le vérifier de mon côté. Et je me suis rendu compte que c'était quand même soutenu de manière solide. Et du coup, je commençais à me dire, d'accord, je vais vérifier mes hypothèses à moi, alors. Et je me suis rendu compte qu'elles tenaient pas vraiment à grand-chose, que les certitudes n'étaient pas vraiment supportées par beaucoup de choses, que c'était un amalgame de préjugés, en fait, qui était tenace. Et c'est ces préjugés-là que j'ai commencé à attaquer en étudiant toute la théorie qu'avait reprise ma professeure. Donc j'essaie d'étudier ces idées-là, je me plonge dans mes lectures, et je me rends compte qu'en fait, à côté de mon quotidien, il y a une diversité en fait, de groupes, de cultures, et il y a des choses que je connais pas. Et je commence à me sentir vraiment tout petit. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, j'étais complètement pris dans ces espèces de gourous de la séduction qui cherchent à échafauder des théories masculinistes à mourir sur la séduction. Je crois que c'est un bonhomme qui s'appelle Monsieur Édouard. Lui a
tout un système basé sur une espèce de théorie de la séduction, entre guillemets bien sûr, où sur ces forums s'affrontent tout un tas de personnes qui vont parler de leurs échecs sentimentaux principalement, et lui va leur fournir des espèces de solutions, encore une fois entre guillemets, clés en main, sur comment c'est que ça fonctionne une femme, parce qu'évidemment une femme, il n'y en a pas plusieurs, et comment c'est que je peux faire pour avoir des relations. Il y avait une obsession avec la solitude parce que j'avais très peur de finir tout seul, parce que un soir, je crois que c'était à la fin de mes études secondaires, un soir j'ai rencontré un monsieur avec un ami, on attendait le bus, et ce bonhomme avait l'air d'avoir un problème, mais il n'arrivait pas à le vocaliser. Puis il a posé son sac, on lui a proposé une bière, et machinalement, avec la bière, il a commencé à pouvoir s'exprimer. En fait, il nous a dit qu'il avait 44 ans et qu'il n'avait jamais connu personne de sa vie, en termes relationnels, en termes amoureux. Il n'y avait personne. Il m'a dit qu'il n'arrivait pas à interagir avec des femmes de toute façon et que pour lui, c'était trop tard. Et ça m'a un peu frappé. Parce que je me suis dit, c'est vraiment possible de tomber dans cette détresse-là. C'est tout à fait possible. Une autre part, justement, du fait d'être un vrai homme, ce qui avait beaucoup cours sur les forums de jeuxvideo.com, c'est l'idolâtrie des corps musclés. Beaucoup de violence vers les personnes qui sont grosses, énormément, mais aussi les personnes qui sont très minces. Beaucoup de personnes postaient leur progrès, et dès qu'une personne n'acquérait pas assez de muscles en un certain temps donné, d'habitude au bout de 3 mois, quelqu'un venait poster « j'ai pas d'avancement, il n'y a rien qui se passe », sur le forum, on ne se gênait pas pour lui cracher à la figure, à lui faire comprendre qu'il avait son corps de lâche et que c'était pour toujours, que c'était génétiquement prédéterminé, que de toute façon, il n'arriverait jamais à s'en sortir, puisque visiblement, ses gènes n'allaient pas l'aider. Et c'est principalement des personnes musclées, avec toute une ribambelle de personnes derrière, qui se foutent de la gueule des 2-3 personnes qui osent poster leurs photos, qui disent « voilà, je sais pas trop comment faire, ça fait 3 mois que je fais quelque chose », et commencent à poindre dans mon esprit l'idée qu'en fait, c'était ça depuis le début, que j'étais pas assez attirant, que je convenais pas aux critères de beauté. Il faut savoir que moi, j'ai toujours été quelqu'un de très mince, et à l'époque, je le vis vraiment très mal. J'essaie de faire du sport, mais il n'y a pas d'organisation derrière, j'essaie pas de changer mon alimentation. C'est très décourageant en fait de se faire critiquer là-dessus, alors que ça fait 3 mois qu'on essaie de faire de la musculation. Donc je le vis vraiment très mal. Je commence un peu à en avoir ma claque du forum, mais j'y trouve toujours des personnes avec qui discuter. En fait, ça créait des comportements de jugement. On voulait une personne qui nous convienne. On voulait une personne, il y avait des espèces de standards, et tout le reste des personnes, c'était de l'utilisation, en fait. C'était juste de l'utilisation d'autres personnes. Pour le dire, je ne sais plus qui l'avait dit, je pense que c'est Virginie Despentes, qui disait qu'en fait, il y a des hommes qui se masturbent avec le corps des femmes. Ils sont pas là pour leur faire l'amour, ils sont pas là pour avoir un moment sexuel commun, un moment de plaisir commun, ils sont juste là pour se masturber en utilisant le corps des femmes. Et c'est un des... je vais pas dire un des principes, mais c'est un des principes qui sous-tendent en fait tout ce raisonnement incel, c'est que y a les femmes qui sont bonnes à marier, et puis en fait, il y a les femmes qu'on baise et qu'on jette tout simplement dans ce raisonnement incel. Et c'est un raisonnement qui m'a traversé. Et puis quand j'ai commencé en fait à le confronter aux personnes que je connaissais, à mes amis, j'ai commencé à me dire qu'il y avait probablement un problème en fait avec ce type de raisonnement. Et puis pendant nos cours, on nous a conseillé, enfin ma prof de sociologie m'a dit qu'il fallait qu'on lise un bouquin, et parmi ces bouquins, il y avait Frantz Fanon, Les damnés de la Terre. Moi, je me suis dit, le titre est superbe, mais j'ai aucune idée de ce qu'il raconte. Et souvent, on cite ce livre-là, mais on cite la préface de Sartre. Dans la préface, justement, Sartre dit que concrètement, il faut qu'on apprenne à se taire, à se mettre autour du feu, et à écouter. Et c'est ce bouquin qui m'a vraiment initié à... Il fallait que je ferme ma gueule et que j'écoute, en fait.
J'ai posé beaucoup plus de questions à ma mère, à mes sœurs, parce que c'est comme ça qu'on commence tous. Nous, les mecs 6-7, c'est d'abord par nos proches. Et c'est elles qui m'ont témoigné en fait que oui, bah ouais, on a la flip de rentrer le soir. Oui, moi je me suis déjà fait agresser, d'ailleurs quand j'étais enceinte de toi. Il y a un type qui a essayé de m'emmener dans une voiture. Et j'ai dû lui enfoncer mon parapluie dans l'œil pour qu'il me lâche. Et là, j'ai commencé à me dire, oh merde, il y a un vrai problème. Et puis, je rencontre en 2017 la personne qui est ma compagne actuelle. Et il faut le dire, c'est ma compagne qui a été absolument instrumentale, centrale, dans tout le processus d'autocritique, de réflexion. Parce que non seulement elle est extraordinairement brillante, mais elle n'a pas hésité à me rentrer dedans comme un 36 tonnes à chaque fois que je déblatérais des conneries. Elle me remettait en question immédiatement. Et je me suis rendu compte que c'était une personne que j'appréciais énormément, que je respectais, et que je respecte toujours, puisqu'on est toujours ensemble. Je l'apprécie, je l'aime énormément. Mais elle voulait pas me lâcher parce que elle m'a dit, t'as un bon fond, mais t'es quand même un beau connard. Et je me suis dit, bon, d'accord, au moins c'est dit. Et elle m'a, avec minutie, patience, brutalité parfois, dans le raisonnement, elle m'a appris à me remettre en question, elle m'a fourni des ressources, on a lu des choses ensemble, je l'ai aidée dans ses cours parce qu'elle était un petit peu plus jeune que moi, je l'ai aidée dans ses cours, on en rediscutait après. Elle me disait, tu vois, ça t'a manqué justement en étudiant la socio, t'étais tellement engoncé dans ton esprit revanchard, dans ton idée que les valeurs de droite, au fond, il y a bien une raison pour lesquelles elles sont là. Que t'as pas cherché à les remettre en question. Tu voulais d'abord remettre en question les valeurs de gauche, pas celles de droite. Elle m'a vraiment rentré dedans et c'est elle qui m'a vraiment initié à la réflexion critique et en fait au courant critique des sciences sociales, tout simplement. Quand elle a appris que je traînais sur jeuxvideo.com, déjà, il faut savoir qu'elle le savait. Je traînais régulièrement dessus, elle passait souvent derrière mon ordinateur. En jetant un coup d'œil, elle a vite appris de quoi il s'agissait. Pour autant, on n'en a jamais vraiment parlé. Je suppose qu'elle a attendu que je sois prêt à en parler. Et un jour, je lui ai dit. Elle m'a dit que ça ne la surprenait pas du tout, au vu de mon passif, au vu parfois de mon comportement un peu trop solitaire, que j'avais besoin d'un défouloir. Pour autant, elle ne le cautionnait pas du tout. Et on en a longuement parlé. Et elle a été aussi vraiment profondément investie dans le fait que j'en parle avec ma psy. J'en parlais déjà, mais elle me dit c'est quelque chose sur lequel tu dois travailler et tu t'en rends compte quand même. Les gens sains ne vont pas harceler d'autres personnes juste parce qu'ils ont besoin d'un défouloir. Et donc j'ai vraiment cherché à travailler dessus, non seulement parce que je tenais à ma compagne, je tenais à ma relation, et j'avais aussi envie d'être juste une meilleure personne pour toutes les autres personnes que j'allais rencontrer dans ma vie. Et c'est là qu'elle a vraiment joué un rôle central, c'est qu'elle a très bien su. Elle n'a pas pris de pincettes avec moi, elle m'est rentrée dedans, mais elle a très bien su le faire pour me permettre de devenir une meilleure personne. Mais par la suite, finalement, je me désolidarise entièrement de ces forums-là. Et je regarde en fait un petit peu, avec ma psy, on regarde un petit peu mon parcours, et elle me dit, tu sais, c'est quand même bizarre, parce que quand je regarde ton fichier, en fait, toutes les données que m'ont transmises tes psys, t'as quand même effectué un gros changement, en fait. T'es parti de quelqu'un qui était ancré dans des valeurs de droite, en fait. Et tu finis tout simplement par virer à gauche, on va le dire clairement. Ce qui pourrait m'aider, ce qui pourrait aider d'autres personnes qui sont parfois engoncées dans des idées de droite, je leur dirais d'essayer de comprendre des idées qu'ils n'acceptent pas, pour en fait finalement mieux comprendre ce qui sous-tend l'action de certains groupes, l'action de la gauche radicale, puisque un des penchants du féminisme, c'est ce que j'ai compris, c'est qu'il y a un réel intérêt pour les souffrances masculines. Alors c'est moins visibilisé que les souffrances féminines, et à raison, puisque les souffrances féminines sont statistiquement beaucoup plus présentes. Pourtant, la souffrance masculine est étudiée, c'est aussi un sujet de discussion dans les cercles féministes. J'ai un cousin qui a viré conspi pro-russe, et je lui ai proposé d'aller boire un verre, parce que j'avais envie de savoir qu'est-ce qui se passe en fait, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, comment tu vas, qu'est-ce qui t'est arrivé. Et on a parlé. J'ai pas réussi évidemment à lui faire changer d'avis et en faire un nanar en une soirée, mais il a pu me parler de comment il se sentait.
Je pense que essayer de faire de son mieux, ça consiste à reconnaître parfois que notre mieux, il est pas génial, mais c'est le mieux qu'on puisse faire. J'éprouve une honte d'avoir participé à tout ça, j'éprouve une honte d'avoir encouragé des personnes à persister dans leur raisonnement, dans leurs relations. J'éprouve une honte de m'être marré de harcèlement, alors qu'il y a des personnes qui étaient détruites derrière. Clairement, j'éprouve une honte. Et je sais pas si on peut se racheter, mais je me suis rendu compte que si j'essaie de faire le bien autour de moi, il y a des personnes qui sont un petit peu plus heureuses. Et puis mentalement, je suppose que ça aide vis-à-vis de la honte qu'on peut ressentir d'avoir participé à tout ça en fait. Merci à Simon pour sa confiance, merci à Anton Stolper qui a recueilli ce témoignage et à Paul Berthiaud qui l'a réalisé. Si ces sujets, ces thématiques vous intéressent, je le redis, allez précommander le livre La mytho des fachos, il est beaucoup question de masculinisme. La campagne de financement elle a lieu en ce moment sur Ulule et le lien est dans la description de ce podcast. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, une marque Urbania, c'est Charlotte Bex qui a préparé cet épisode, qui comme tous les autres, les anciens comme les nouveaux, est à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférées. Cherchez-nous sur internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.